Il est 10 heures ici à Paris, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi. Benyamin Netanyahou va-t-il faire capoter l'accord que Donald Trump veut signer en fin de semaine avec Téhéran? L'armée israélienne bombarde encore le sud-Liban ce matin alors que l'Iran menace de tout arrêter si cette campagne militaire se poursuit. Et même l'allié Donald Trump critique depuis le G7 la stratégie israélienne au Liban. Dans l'actualité également, et à la fin, c'est la France qui gagne. Les Bleus s'imposent face au Sénégal, 3-1, malgré une première mi-temps menée par les Lions de la Teranga. Le duo Mbappé-Olysée ont réveillé les Bleus en deuxième mi-temps. On y reviendra bien sûr dans notre prochain journal. Et puis, vous allez beaucoup entendre parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Elle est au cœur du dernier jour du sommet du G7 à Évian. Emmanuel Macron a convié plusieurs patrons du secteur, dont les Américains Sam Altman et Dario Amodei, patrons respectifs d'OpenAI et d'Anthropic, en pleine bataille autour de la question de la souveraineté numérique. L'IA qui est aussi au cœur du salon Vivatech qui ouvre ses portes aujourd'hui à Paris et dont France 24 est partenaire. C'est précisément d'intelligence artificielle dont il va être question aujourd'hui dans ce rendez-vous. Elle est déjà partout autour de nous pour le meilleur en partie mais aussi peut-être pour le pire. Et en la matière, son utilisation dans la guerre est peut-être celle qui pose le plus de questions. Gaza, Ukraine, Iran. L'intelligence artificielle facilite l'analyse de données, l'identification des cibles. Peut-elle finir par échapper au contrôle de l'homme? Vit-on les prémices d'une guerre sans humains? Et voilà qui soulève des interrogations éthiques, morales, juridiques. C'est Parlons-en ce matin avec Isabelle Rie, Loïc Hecht et le général Dominique Trinquant. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Isabelle Rie, et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes professeure à l'Université de Lille, directrice du PRERIC et le Paris Artificial Intelligence Research Institute. Merci beaucoup d'être là. Les questions qu'on va aborder aujourd'hui, c'est votre domaine de recherche. En face de vous, Loïc Hecht. Bonjour Loïc. Bonjour Pauline. Vous êtes journaliste et auteur de la simulation enquête sur la théorie qui fascine la Silicon Valley. Et si notre monde n'existait pas? Un livre sur ces milliardaires de la Silicon Valley, donc sorti aux arènes, qui n'exclut pas l'idée selon laquelle nous vivrions dans une simulation informatique, une enquête complètement dingue au carrefour de la physique quantique, de la spiritualité, du paranormal. Et il se trouve que certains de ces patrons de la tech sont aussi ceux des géants de l'IA dont on va parler aujourd'hui. Et puis avec nous aussi, général Dominique Trinquant. Bonjour général. Bonjour. Merci d'être là, spécialiste des relations internationales. Je signale l'une de vos dernières parutions, D'un monde à l'autre, chez Robert Laffont. À propos précisément de passer d'un monde à l'autre, les conflits que le monde connaît ou a connus récemment dans un laps de temps assez court. La guerre en Ukraine, la guerre à Gaza et celle des États-Unis en Iran semble avoir accéléré la bascule technologique que représente l'intelligence artificielle dans les conflits armés. Une bascule qui pose, je le disais, nombre de questions éthiques, morales, juridiques, quasi philosophiques dont on va discuter ensemble. Deux exemples pour illustrer cette bascule. Le premier, à quelques jours, un fabricant de drones ukrainien a affirmé que plusieurs drones dits Terminator ont été testés il y a 2 ans de ça sur la ligne de front, qu'ils ont cherché et visé leur cible sans aucun contact avec un opérateur humain, aucune vidéo transmise en temps réel et tué plusieurs soldats russes. Et puis une autre information qu'on a apprise dans la nuit, là elle vient de la Maison Blanche ou en tout cas du ministère de la Défense américain qui a affirmé ou en tout cas confié que l'intelligence artificielle d'Elon Musk, Grok, a servi dans les frappes contre l'Iran. Révélation donc qui date de cette nuit et d'après ces révélations, cette intelligence artificielle a permis aux forces américaines de déployer plus de 2000 munitions sur 2000 cibles distinctes en Iran, donc en 96 heures. Est-on, peut-être, première question pour vous, général, en train de vivre les prémices de la guerre sans humains? Alors c'est effectivement sur le plan éthique une vraie question qu'on doit se poser. Parce que l'intelligence artificielle accélère considérablement les processus. Je voulais vous donner 2 chiffres. Au début de la guerre en Ukraine, un opérateur avait 5 minutes pour se décider avant le choix de son armement face aux drones et aux missiles. Il y a 1 mois, il n'avait plus qu'1 minute. Réduit par 5. Et voilà. Et donc, est-ce que, j'allais dire la semaine prochaine, ça va pas être, finalement, on n'a qu'à laisser décider l'IA parce que ça va plus vite. Il y a un problème évidemment de responsabilité. La machine n'est pas responsable, c'est toujours l'homme qui est responsable. Et donc, si on le sort de la boucle,
on se pose un vrai problème. C'est pas par hasard que le pape a sorti une encyclique sur ce sujet-là pour alerter. Il dit pas non à la modernisation, il dit simplement faisons attention. Désarmer l'intelligence artificielle. Oui, exactement. Il dit l'humain doit être toujours au cœur de cela. Et aujourd'hui, dans cette intelligence artificielle, nous avons un autre sujet, qui est que les grandes sociétés de la tech, singulièrement américaines, ont de tels moyens financiers qu'ils sont quasiment plus puissants que beaucoup d'autres États. Donc il y a vraiment une vigilance à avoir. Je sais que les armées françaises sont très attentifs à ça, mais la limite est ténue entre le bascule à l'automaticité complète ou le maintien de l'humain dans la boucle. On parle d'humain, on parle de guerre, on parle aussi évidemment d'argent. On y reviendra tout à l'heure. Un propos liminaire. Même question, Isabelle Rille. Il y a quelque temps, un scénario où des armées de robots autonomes se battraient entre eux ou de drones autonomes, ça ressemblait à de la science-fiction. Est-ce que c'est encore de la science-fiction ? Je pense que ça n'est plus de la science-fiction en termes de moyens techniques déployés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des zones, en Ukraine en particulier, où il n'y a pas d'humains parce que c'est dangereux de s'y trouver et que c'est surveillé par des drones de manière massive. La question de l'humain, c'est pas uniquement est-ce qu'il y a quelqu'un sur le champ de bataille, mais qui prend la décision, qui décide d'envoyer des objets, même s'ils ont une certaine part d'autonomie, et où est le cercle de pouvoir entre la machine et l'homme. Pour moi, c'est pas forcément important que ce soit l'homme, in fine, qui appuie sur le bouton au dernier moment, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, on va arriver à un moment où il y a tellement peu de temps qu'en gros, si l'être humain doit valider, il le validera par réflexe. Il verra un bouton rouge qui s'allume, il appuiera. C'est pas ce que j'appelle avoir la personne qui prend la décision. C'est juste être en phase de réflexe et de validation d'une décision. Mais bien de décider d'envoyer un moyen à un endroit, de le positionner à un tel endroit, c'est ça qui va être important. Et c'est là que c'est plus dangereux si on remplace cette phase-là. Loïc, d'un mot pour entamer cette discussion. Vous qui travaillez justement sur la frontière très ténue entre la réalité et la science-fiction, on y est là ? Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que quelque part, la Silicon Valley applique un peu cette logique de simulation à la guerre aussi. En fait, la Silicon Valley, en définitive, c'est un endroit en fait, où on a des ingénieurs et des entrepreneurs qui fabriquent des produits, qui fabriquent des fusées, qui fabriquent aussi donc des logiciels qui maintenant servent à faire la guerre et qui quelque part en fait les testent, les retestent et les retestent encore. Et on applique un peu cette logique-là, en définitive, aujourd'hui à la guerre, où, comme vous l'avez bien dit tous les deux, finalement, on a de moins en moins d'hommes sur le terrain directement impliqués. Enfin, en tout cas, la guerre se passe aussi derrière des ordinateurs. Et du coup, on a une guerre un peu basée sur de la recommandation algorithmique, et puis avec une IA qui accélère la cadence et beaucoup de choses qui reposent sur la donnée. Ouais, une guerre qui ressemble à un flux de données, à une performance qui est mesurable quasi en temps réel. On est quasiment dans une logique de jeu vidéo. Alors, c'est une logique qui s'est installée un peu dans le temps, mais là, on a basculé dans quelque chose de plus réel, enfin plus irréel encore, justement. Ouais, je crois qu'il y a un bon exemple, justement, c'est ce qui se passe en Ukraine, où à un moment donné, en fait, de manière justement à motiver les soldats, en tout cas les amener à plus performer. L'état-major a mis en place un système qui s'appelle Army of Drone, où le principe, en fait, c'est que en fonction des besoins de la guerre, si on a besoin peut-être de tuer un peu plus de soldats d'infanterie ou de viser des chars ou de viser un certain nombre de véhicules, on va donner des points différents au type de cibles qu'on veut avoir. Et en fait, du coup, les équipes fonctionnent un peu comme des équipes presque de e-sport, où en fonction des cibles qu'on abat, on a des points. Et ensuite, ces points, on peut les dépenser en fait sur une marketplace un peu type Amazon pour acheter de nouvelles armes qui vont permettre de faire plus de points et de racheter de nouvelles armes, etc. Et donc, du coup, on est dans un système un peu de gamification de la guerre. Quand on parle de l'intelligence artificielle dans la guerre et de la révolution qu'elle porte, avant d'aller plus loin dans cette discussion, de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce qu'on parle forcément de machines autonomes parce que l'IA est à la fois partout autour de nous, mais sait-on vraiment de quoi on parle ? On va essayer de faire le point en images avec nos confrères de France 2 et on se retrouve juste après. Si on vous disait que l'art de la guerre n'était plus l'œuvre de militaires, mais de milliardaires de la tech, comme Alex Karp, le patron du géant des données Palantir. Je ne pense pas en victoire ou en défaite, je pense en domination. Désormais, ce sont leurs programmes d'intelligence artificielle qui choisissent les cibles et peuvent même conduire des opérations.
Mais l'IA n'est pas infaillible. 28 février, les États-Unis attaquent l'Iran. Sur les 12 premières heures de guerre, un objectif est frappé toutes les 45 secondes. 1500 en 24 heures. Plus de 15 000 à ce jour. Une profusion de cibles, pour beaucoup désignées par l'intelligence artificielle. Le Pentagone s'en vante même publiquement, quelques jours après le début du conflit. Par la voix de son monsieur IA, avec démonstration en direct du logiciel Maven. On passe de détecter la cible à comment on la traite, avec quoi on la frappe, le tout avec un seul logiciel. C'est révolutionnaire. Il s'appelle Maven Smart System. Comment fonctionne Maven? Il fusionne jusqu'à 150 sources de données différentes. Vidéosurveillance, images aériennes et satellites, détection radar, écoute téléphonique, réseaux sociaux ou renseignements humains. Rien n'échappe à ces capteurs. Par exemple, l'IA a repéré cet homme. Si elle estime qu'il s'agit d'une cible d'intérêt, elle va proposer plusieurs moyens de l'éliminer et peut même calculer les risques de victimes civiles collatérales. Le militaire n'a plus qu'à refuser ou approuver. C'est la seule validation humaine. Voici comment on fait. Clic gauche, clic droit, clic gauche. Par magie, ça devient une cible. Le père de Maven est un général 3 étoiles, Jack Shanahan. Désormais retraité, il a accepté de nous raconter comment il a converti le Pentagone à l'IA. Cela permet aux humains de traiter bien plus d'informations qu'auparavant. C'est très utile pour identifier des cibles que les humains n'auraient pas pu repérer en moins de quelques mois, car il est très difficile de trier toutes les sources d'informations et de déterminer quelles cibles sont légitimes et lesquelles ne le sont pas. Là où ce régiment mobilisait 2000 analystes, grâce à Maven, il n'en faut plus que 50. Pour développer le logiciel, le Pentagone a eu besoin des sociétés privées de la Silicon Valley. Google d'abord. Mais dès 2018, ces ingénieurs sont effrayés par les dérives possibles et forcent la direction à jeter l'éponge. Un autre champion de la tech récupère le programme. C'est Palantir, leader dans l'analyse des données et la surveillance, qui revendique une éthique belliqueuse bien à elle. Des logiciels qui dominent. En moins de 10 ans, Maven devient un logiciel à la puissance quasi infinie. Nous sommes capables d'identifier et d'éliminer nos adversaires d'une manière plus précise, plus rapide et plus meurtrière que quiconque dans le monde. Mais que se passe-t-il si le logiciel se trompe? Une tragédie jette le trouble. Le bombardement de l'école de Minab, dans le sud de l'Iran. 155 morts, dont une majorité de jeunes écolières, dans une bavure probable de l'armée américaine au premier jour de la guerre. Les cartes utilisées n'étaient pas à jour et indiquaient par erreur que le bâtiment de l'école faisait partie d'une base militaire. L'intelligence artificielle est-elle en cause? Une enquête est toujours en cours, nous assure le Pentagone. Mais la question taraude jusqu'au créateur de Maven. Je vous le dis, il y a des analystes qui ne dorment plus à propos de ce qu'il s'est passé en Iran. Je vous promets, personne ici ne se dit « Ok, c'était une école, ça a foiré ». Il y a des gens qui vont y penser toute la nuit. Est-ce que vous êtes parfois effrayé par les capacités du système que vous avez contribué à créer ? Je commence à me demander, est-ce que ça peut faire des choses que je n'avais pas prévues? La réponse, de plus en plus, c'est oui. Une récente étude britannique a fait s'affronter des modèles d'IA dans des simulations de conflits. Claude, ChatGPT ou Gemini, à la tête d'armées virtuelles. Le résultat a effaré ses auteurs. Dans 95% des cas, elles proposaient d'avoir recours à l'arme nucléaire. Malgré cela, dans le monde entier, la course à l'IA militaire était freinée. Lors d'un récent conseil de défense, Emmanuel Macron a d'ailleurs insisté sur la nécessité pour la France d'accélérer dans ce domaine. Tout ça est quand même assez effrayant. Alors, on va décortiquer quelques-uns des éléments qui ont été donnés à l'instant. Pour rebondir sur la conclusion du sujet, il faisait référence, nos confrères de France 2, à effectivement cette enquête du King's College qui montrait que des systèmes d'IA ont effectivement tendance à proposer fréquemment la menace de l'arme nucléaire, la considérant comme une option stratégique légitime, loin du tabou nucléaire qui prévaut chez les décideurs politiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je disais tout à l'heure, Général, que l'IA aujourd'hui était au cœur du G7 avec
cette présence de grands patrons à Evian. On en parle aussi au salon Vivatech et en ce moment au grand salon de la défense Eurosatori où vous étiez hier, je crois. J'imagine que vous avez vu nombre de produits où il y a de l'IA à l'intérieur. Alors les plus impressionnants, ce sont évidemment les drones, mais il n'y a pas que ça, évidemment. L'IA aujourd'hui est présente dans quasiment tout le matériel militaire. Oui, tout à fait. Il n'y a quasiment plus de matériel qui n'est plus d'IA. Juste une remarque sur l'arme nucléaire. Ça prouve que les systèmes étaient bloqués, qu'ils n'avaient pas de solution. C'est ça ce qu'il faut dire. C'est pas qu'on va utiliser l'arme nucléaire, c'est que le système n'a pas réglé le problème et donc passe aux extrêmes, qui est l'arme nucléaire. Donc, d'une certaine façon, ces systèmes... Ça veut dire que ces systèmes n'ont pas été capables de donner la réponse. C'est ça ce qu'il faut voir. La machine je pense n'est pas qu'on en parlait tout à l'heure dans le premier tour que vous aviez fait, la place du décideur, de celui qui appuie. Mais il faut remonter en amont. Après tout, le système, il ne fait que régurgiter ce qu'il a appris. Donc, il y a ce qu'on lui met aussi et ce qu'on lui apprend. Je vous donne un exemple. On a fait un test il n'y a pas très très longtemps entre de l'IA qui avait ingurgité 30 ans d'expérience de pilote de chasse et des pilotes de chasse. Eh bien, l'IA a gagné, forcément, parce qu'elle a ingurgité 30 ans d'expérience que le pilote, qui avait peut-être, lui, 10 ans ou 15 ans, n'avait pas tout vu. Donc, encore une fois, il est important de regarder tout du long, c'est-à-dire bien sûr celui qui appuie sur le bouton et la décision qui reste humaine ou pas, mais aussi comment on a appris ça. Et aujourd'hui, dans ces systèmes IA, oui, vous disiez tout à l'heure que j'étais à Eurosatori, c'est impressionnant. Il y a absolument de l'IA absolument partout. Et la question, c'est jusqu'où on va. Et j'ai vu par exemple une société qui présentait un système d'autodéfense contre les drones. Et je lui disais, mais comment est-ce qu'il arrive à déterminer que c'est un drone ennemi ou un drone ami, puisque en fait c'est au bruit qu'il a détecté. Il me dit, c'est simplement suivant l'angle d'attaque. Je lui dis, c'est quand même limité comme action. Donc il faudrait aller chercher plus loin. Donc on voit qu'on peut effectivement choisir des solutions plus faciles, plus rapides, mais dans lesquelles, et le cas de ce qui s'est passé en Iran est absolument terrible. Vous voyez bien que ce sont les programmateurs qui ne dorment plus. Pourquoi ils se disent, on a mis quelque chose dans la machine qui n'était pas bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'école était mise dans une enceinte militaire alors qu'elle était collée, mais pas dans l'enceinte militaire. Parce que la carte n'était pas mise à jour. C'est-à-dire que la donnée n'est pas bonne. Voilà, ce qui pose question, justement, une question fondamentale. Est-ce que c'est l'IA qui s'est trompée, ne mettant pas à jour la carte? Est-ce que ce sont les programmateurs qui n'ont pas dit à l'IA « Attention, il faut penser à régulièrement mettre à jour la carte » Où se situe l'erreur et qui en est responsable? Alors, je pense que si erreur il y a, bien sûr, qu'on l'a dit là. Ce qui fait peur, c'est d'imaginer effectivement que c'est une machine qui a tué des enfants. C'est terrible. Mais sur le fond, si une carte n'était pas à jour, un opérateur humain aurait pu se tromper aussi. Et donc c'est bien le problème de la vitesse, de l'emballement et d'imaginer que parce que c'est fait par IA, c'est facile et donc ça va être ça va être parfait, qui cause des erreurs pareilles. Il aurait fallu que des personnes vérifient la proposition faite par l'IA de manière sérieuse. En fait, est-ce que ce que vous dites, c'est que la bascule majeure se situe dans le fait que l'utilisation massive de l'IA dans la guerre réduit tellement le temps parce qu'elle analyse en un temps record des données que des opérateurs humains ne seraient pas capables d'analyser si rapidement et que ce temps étant trop restreint, il n'y a pas possibilité de prendre une décision éclairée? Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle aurait dû être prise. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se laisser emballer par la facilité de laisser le système définir tout seul. Et pour en revenir à la question de l'utilisation d'armes nucléaires qui a été évoquée juste avant, ce qui me fait sourire dans cette histoire, ça me rappelle Wargames. Tous les jeunes ne doivent pas connaître, mais le vieux film de science-fiction dans lequel on fait jouer un ordinateur surpuissant contre lui-même au morpion, il ne gagne pas. Parce que si vous mettez ces modèles qui sont d'égale puissance avec un même but dans un espèce de jeu contre eux-mêmes, s'ils sont d'égale puissance, ils vont forcément arriver à un deadlock. Ce que montre le reportage à l'instant, Loïc Echt, on comprend que pour l'instant, on n'en est pas arrivé au moment où... on en est toujours au moment, en tout cas, où, in fine, ce sera toujours un opérateur, un humain, qui prendra la décision. L'un des problèmes réside dans la proposition qui lui est faite. Ce général américain disait c'est rouge, c'est vert, c'est oui, c'est non. Mais
ce que l'IA permet de faire, ou en tout cas fait, c'est qu'elle réduit d'une certaine façon le champ dans lequel la décision doit être prise, au-delà de la question de la rapidité. Et en fait, du coup, bon, il y a la question de sur quoi l'IA est entraînée, quelles sont les données en définitive avec lesquelles elle a été entraînée et sur lesquelles la décision va être prise. Là, on se rend compte que finalement, le nœud du problème, c'est quand même qu'on a des données qui, à la base, sont mauvaises, c'est-à-dire qu'on a mal identifié un complexe écolier qu'on a associé un peu trop rapidement à un bâtiment des gardiens de la Révolution, et donc, du coup, décision a été prise de tirer dessus dans un contexte où on doit décider très vite. Et donc, du coup, moi, je vois deux choses. C'est que déjà, l'IA n'est pas responsable. En fait, ça reste quand même un humain qui, in fine, prend la décision. Et ce serait un peu trop facile que de dire, c'est la machine qui s'est trompée. Voilà. C'est ça. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas décidé ou déclaré ou été en mesure de démontrer qu'en fait, une intelligence artificielle est consciente, ce qui est un autre sujet, ce qui se pose aussi. Mais bon, là, je crois que c'est pas la question. La responsabilité, incombe à l'humain. Et en fait, ce qui me fait moi un peu halluciner, c'est que de la même façon que nous, à titre privé ou personnel, qu'on va utiliser par exemple ChatGPT ou Claude, il y a toujours en fait une espèce de besoin de jamais prendre ce qui nous est donné pour acquis. En fait, on sait que l'IA en fait est entraînée sur des données et qu'en fait dans cette masse de données, il y a des données qui sont pas forcément vraies. Il y a toujours un peu un doute, vous voulez dire. C'est ça. Donc en fait, en tout cas en tant que journaliste ou écrivain, il y a toujours cette obligation d'aller fact-checker ce que l'IA va nous raconter. Donc en fait, quelque part, j'ai l'impression que les militaires devraient être soumis à la même injonction ou à la même logique. Et du coup, on se rend compte que là, dans cette logique de recommandation algorithmique, de prise de décision très rapide et tout, il y a une étape en fait qu'on a oubliée. Et ça fait écho aussi à votre travail. Est-ce que les opérateurs aujourd'hui savent vraiment comment fonctionne l'outil qu'ils utilisent? Comment est-ce qu'il a été alimenté? Comment est-ce qu'il a été mis sur pied? Est-ce qu'ils savent comment ça fonctionne et comment la machine arrive à la décision qu'il leur propose? C'est probablement pas le cas. C'est pas le cas en fait de la majorité d'entre nous. Le général le sait peut-être mieux que moi pour le coup. Non, mais simplement pour revenir sur ce cas, puisqu'on a un cas, prenons-le. Si vous voulez, ne pas accuser l'IA. Pourquoi? C'est la banque de données qui est mauvaise. Et un pilote lui-même aurait tiré probablement parce que dans son logiciel, l'école n'était pas une école, mais un centre de commandement des gardiens de la Révolution. Et donc là, ce n'est pas un problème d'IA, c'est un problème de base de données qui était mauvaise. Vous voyez sur justement le reportage à l'instant mettait en exergue la ligne américaine. Est-ce que vous qui connaissez les deux armées, général, il y a une différence dans le rapport à l'IA entre l'armée américaine, les armées européennes, a fortiori l'armée française? Est-ce que l'humain aurait plus de place, plus de valeur aujourd'hui, tant du côté des armées d'ailleurs que du côté des civils, dans les vieilles armées européennes versus l'armée américaine? Moi, je ne ferai pas cette différence-là, même si pour l'armée française, c'est vraiment au cœur. Mais je vais vous donner un exemple. Je travaillais avec un chercheur qui avait fait venir un pilote de drone américain qui était en Californie, plutôt en Floride, et qui pilotait des drones en Afghanistan. Et il regarde à un moment, il suit avec son drone, et il voit... Et il suit sa checklist, et à la fin de la checklist, on lui dit « tu peux détruire ce véhicule parce que tous les critères font qu'il est ennemi ». Et en fait, il y avait une patrouille au sol. Et au dernier moment, il dit la patrouille au sol, vérifiez. Et on vérifie, et en fait, c'était un type qui était en train de livrer des melons. Vous voyez ? Et moi, je me souviens, c'était il y a quelques années à Paris, il me dit... Pour nous, ça a été extraordinaire. On s'est dit, on aurait fait une erreur magistrale de tuer un homme qui distribuait des melons alors qu'on pensait que c'était un taliban qui était en train de visiter les différents centres, etc. Donc cet exemple, simplement pour vous dire qu'un soldat américain se pose les mêmes questions qu'un soldat français. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas qui soient complètement barjots et qui se disent tout ça, on s'en fout et on fait comme ça. Mais vous savez, la vie d'un soldat... l'humain est au cœur de la vie d'un soldat. Nous, tout à l'heure, on parlait des robots, par exemple, en Ukraine. Aujourd'hui, il y a des robots. C'est pourquoi? C'est pour éviter de perdre des vies humaines. En fait, vous mettez des robots parce que vous avez besoin d'aller soigner un blessé, que vous ne pouvez pas envoyer des hommes se faire tuer pour soigner ce blessé, vous envoyez un robot pour envoyer de la nourriture, vous faites la même chose. Donc moi j'ai tendance à penser, mais encore une fois, c'est une généralité ce que je dis, il y a probablement des exceptions, mais que ce soit des militaires américains ou des militaires français, alors il y a un cas, c'est le cas israélien à Gaza,
où on pense qu'il y avait de l'intelligence artificielle, et je crois que ça a été documenté, oui. voilà, qui disait, eh ben, écoutez, s'il y a moins de 100 dégâts collatéraux, c'est acceptable. Mais encore une fois, ce sont des critères qui ont été mis par l'homme dans la machine. C'est l'homme qui a décidé Donc l'IA que... serait une facilitatrice Ouais. de quelque chose qui aurait été mis en place peut-être moins vite, peut-être de façon moins intense, mais qui aurait été in fine réalisé sur le terrain, c'est ça que vous dites? Oui, ça veut dire que, en fait, au bout du compte, ils se sont simplifiés la vie en laissant à la machine la décision d'avoir 100, moins de 100 ou plus de 100, et que pour eux, humainement, c'était possible d'avoir 100 dégâts collatéraux, ce qui pour un soldat français est inacceptable. Précisément, l'une des promesses de cette révolution technologique dans la guerre, c'est une guerre qui serait, je mets beaucoup de guillemets, plus propre, avec moins de dommages collatéraux, puisque par définition, on viserait normalement des choses de façon très précise. Est-ce que c'est une promesse tenable, ça? Est-ce que ça correspond à la réalité sur le terrain? Je pense que ça, c'est toujours une espèce de mantra. La guerre, c'est pas propre. Faire la guerre. Je suis désolée, faire la guerre, c'est mal. Faut arrêter de se voiler la face. Je ne pense pas que ce soit la face, en tous les cas de notre côté, par plaisir. Et là, on est pour moi plutôt dans un problème de défense et de réaction, parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, la France s'interdisait d'utiliser un certain nombre d'IA dans un certain nombre de domaines militaires. Sauf que quand vous êtes face à des armées qui vous attaquent avec de tels outils, vous êtes obligé de pouvoir résister. Vous ne pouvez pas demander à un être humain d'aller se battre contre des robots dans un champ de bataille. Et donc on est plutôt en réaction qu'en espèce de, je sais pas moi, de rêve d'une guerre propre, comme un jeu vidéo, comme vous l'évoquiez. On n'est pas du tout là-dedans. Et je pense que le vrai danger dans ce genre de système, c'est la capacité pour des acteurs, comment dirais-je, moins moraux, moins éthiques, moins tout ce que vous voulez, en tous les cas avec des valeurs qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, de voir leur force décuplée. Parce qu'on est toujours dans des sujets qui ont des usages duaux. Donc il y a beaucoup de technologies développées pour de bons usages, pour le bien, la médecine ou autres, qui peuvent être détournés. Et donc ça devient extrêmement accessible, peut-être pas tout à chacun, mais en tous les cas, à des acteurs qui ont des armées moins puissantes, moins larges que les nôtres. Je vois hocher de la tête le gage. Oui. Ouais, non, mais en fait, ça me fait penser à un autre point aussi. C'est comme la question de la responsabilité qu'on a un peu évoquée. Mais là, le risque, c'est qu'il y ait une espèce de dissolution. En fait, on se dit, bon, bah, l'opérateur, le soldat, il a suivi la recommandation du système. Son commandement dira, bon, bah, la décision lui revenait. Il y a quand même des entreprises qui sont mêlées. On voyait dans le reportage Alex Karp et Palantir, qui est donc en fait une boîte de la Silicon Valley, dont les fondateurs sont très proches de Donald Trump, enfin, particulièrement Peter Thiel, qui est un des grands argentiers de la vallée, qui l'a soutenu dès 2016. Là, pardon, je vous coupe. On a appris hier que le renseignement français mettait fin à son partenariat précisément avec Palantir. Oui, alors mais ça c'est une autre question parce qu'on pourrait y revenir, mais en fait en gros on met fin au partenariat, mais le truc c'est qu'aujourd'hui toutes les données en fait de la DGSI appartiennent à Palantir. Donc en fait, ils ont en tout cas, j'imagine. Enfin, en tout cas, c'est eux qui ont la disposition. Donc ils ont un type de fichier. Donc là, en fait, la France, je crois que voilà, on a un logiciel qui s'appelle Chaps Vision. Donc, mais les données sont pas compatibles. Donc il va falloir trouver le moyen de transvaser de l'un à l'autre. Donc un peu comme quand on change de téléphone. Exactement. Sauf que ça prend des années. Là, on annonce. Puis on n'est pas sur les mêmes données. On n'est pas sur des photos de vacances. On pense que ça va prendre 1 à 2 ans le transfert. En fait. Et pendant ce temps, les données sont. Oui, mais c'est le choix initial de Palantir, en fait. Le problème, parce qu'à l'époque, nous ne disposions pas de système équivalent. Je vous ai coupé, Loïc. Non, mais c'est pas grave. Mais en fait, en gros, voilà, pour revenir à cette histoire de responsabilité, du coup, l'entreprise va dire, bah nous, en fait, on ne fait que fournir un outil. Et puis ensuite, l'État va dire, bah nous, on a respecté le droit. Et en fait, in fine, à la fin, bah là, il y a 160 écolières qui sont tuées et il n'y a pas vraiment de responsabilité. Personne ne répond vraiment. On est sur le mode, l'enquête continue. Et donc, du coup, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, cette IA militaire génère une espèce de nouvelle forme de bureaucratie en fait de la violence et on aurait presque envie de convoquer en fait Hannah Arendt et la banalité du mal où en fait tout à coup tout le monde a son espèce de petite part de responsabilité un petit peu diluée mais on ne fait que rejouer quelque part
je dirais un scénario où l'IA, à mon sens, reste qu'un outil à disposition d'une manière de faire la guerre. Oui, parce qu'avant de se demander si l'IA respecte le droit de la guerre, il faut rappeler qu'il y a des règles dans la guerre. Dominique Trinquant, interdiction de certaines armes, les armes à sous-munitions notamment, interdiction de s'en prendre à des civils sans justification, interdiction de tuer, ça j'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais bon, de tuer des prisonniers de guerre ou de les torturer. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a pas de règlement international qui limite ou qui encadre l'utilisation de l'IA dans la guerre, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas un temps de retard là-dessus? Mais c'est pour ça que je parlais en introduction de l'encyclique du pape qui dit justement il faut mettre des règles. Il faut impérativement mettre des règles. Pas chef d'état-major jusqu'à preuve du contraire. D'autant plus qu'un certain nombre de ces grosses sociétés qui sont en pointe sur ces sujets-là, en fait, le font pourquoi? Pour faire de l'argent. C'est du business. Et là, vous rentrez dans une zone dans laquelle on se marche sur les pieds entre ceux qui veulent faire du business à tout prix et ceux qui sont là pour respecter un certain nombre de règles, les règles d'éthique et le droit de la guerre dont vous parliez, mais qui pour l'instant ne s'appliquent pas complètement à l'IA. Elles s'appliquent de façon indirecte. C'est parce qu'elles sont là qu'on dit que l'IA doit les appliquer. Mais maintenant que l'IA est là, il faut regarder jusqu'où elle va pour lui appliquer un certain nombre de règles. Vous savez, vous parliez d'Hannah Arendt, dont je me souviens toujours, c'est que le demi-mal, c'est déjà le mal. Le moindre mal, pardon. Le moindre mal, c'est déjà le mal. C'est exactement ça. Vous avez des belles pages écrites par le colonel, à l'époque, Lecointre, général Lecointre, chef d'état-major des armées, qui parle du drame pour un soldat de tuer. Vous savez, tout le monde dit, ah ben non, il va risquer sa vie. Oui, mais il va tuer d'autres gens. Et ça, les gens ne mesurent pas assez, s'imaginent que c'est donné. C'est pas vrai. Au début de la guerre en Ukraine, c'était quelque chose qui m'a frappé en interrogeant des soldats ukrainiens. Ils avaient du mal à tuer des soldats russes. Parce que nous étions frères. Et qu'on ne va pas se tuer. Et donc, il y a vraiment un sujet éthique fondamental et il ne faut pas laisser la machine toute seule. Et je répète, ça va depuis la programmation jusqu'à la décision. Il faut absolument rentrer là-dedans et ne pas n'avoir que des critères financiers qui vous guident pour arriver à faire absolument n'importe quoi. Dans le contexte géopolitique, Isabelle Ril, qui est celui que l'on connaît, on a parlé la semaine dernière, bien sûr, de cette décision américaine de couper l'accès aux noms américains d'Anthropic, de sociétés qui sont là d'abord pour faire de l'argent. Est-ce qu'il est réaliste, effectivement, d'imaginer que le patron de Palantir a quelque chose à faire de l'éthique de la guerre, qui, par ailleurs, on le sait, sur le terrain, n'est pas franchement toujours respectée? Alors, je ne m'avancerai pas à imaginer ce que pense le patron de Palantir. Effectivement, je réagis à ce que vous avez dit en dernier. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question d'IA. On est dans un monde qui a beaucoup changé et dont un grand nombre de conflits en cours aujourd'hui sont contre des acteurs qui ne respectent absolument pas les règles. Donc, on a déjà franchi le cap avant de parler d'IA. Et donc, l'IA, c'est un démultiplicateur de ce qui est possible. Il y a quelques années, je pense qu'on était dans une tendance où on imaginait qu'effectivement ces grandes compagnies pourraient devenir l'équivalent des États. Parce qu'ils prenaient de plus en plus de place, de plus en plus de puissance, essayaient de s'attaquer à créer leur monnaie ou des choses comme ça, qui sont vraiment des fonctions régaliennes. On a vu quand même quelques rappels, quelques États qui ont tiré sur la laisse et qui ont ramené les enfants à la maison. Ça s'est passé en Chine. Ça s'est passé, on le voit bien aux États-Unis, puisque c'est quand même Donald Trump qui a décidé d'interdire la diffusion. Et donc, on voit bien que ça n'est pas complètement en totale liberté et qu'il y a bien quand même encore un acteur étatique derrière. Là où on a un problème, nous, avec ce genre de décision, c'est qu'effectivement, notre dépendance, on parlait de Palantir juste avant, à partir du moment où on s'habitue à utiliser ces outils-là, effectivement, le plus grand risque pour moi, ça n'est pas que l'outil s'échappe, que l'IA décide toute seule de lancer une guerre nucléaire ou quoi que ce soit. C'est que du jour au lendemain, on nous les enlève. Parce qu'on ne sait plus faire sans. Exactement. On ne sait plus faire sans, ou on ne saura plus faire sans, parce que je pense qu'aujourd'hui, on sait encore faire sans. Et surtout, on sera face à des gens qui ont accès à des outils qui les font aller plus vite, plus loin et mieux. Là-dessus, Loïc.
Ce qui me vient aussi, c'est l'idée que, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, depuis une dizaine d'années, il y a un institut qui s'appelle le Future of Life Institute, qui alerte en fait justement sur les risques civilisationnels et existentiels liés à une IA qui proliférerait. Et évidemment, la question de la guerre a toujours été à l'intérieur de ces problématiques. La question d'utiliser en fait l'IA ou les drones en fait à des fins dévastatrices. Et Musk a toujours été un des porte-parole de cet institut. Il était toujours le premier sur les signatures. Et donc là, je vois sur le bandeau que Grok a donc servi dans les frappes. Ce que je disais tout à l'heure, en Iran. Ouais. Donc en fait, voilà. C'est l'IA d'Elon Musk. Donc en gros, on est bien là dans une illustration un peu typique de cette espèce de double discours qu'on peut avoir notamment dans la Silicon Valley où, en définitive, le business finit quand même souvent par primer. Et en même temps, l'exemple de Google a montré que si vraiment les employés se mobilisent aussi, les entreprises peuvent marquer un pas de côté. Vous parlez des employés qui ont dit ça va trop loin. Exactement. Mais bon, ça n'a fait que, en fait, en définitive, ça n'a fait que être déplacé. Quand Google a dit non, Palantir a récupéré le truc de manière sans souci. Et Palantir, effectivement, c'est quand même une entreprise qui assume une vision civilisationnelle, presque martiale en fait de la question de la guerre. Il y a eu un manifeste publié par l'entreprise il y a quelques semaines qui allait bien dans ce sens-là. Donc en fait, du coup, sur la question étatique, il y a à la fois, on se dit que oui, les États gardent le contrôle, mais comme en contrepartie, les données sont quand même du côté des entreprises, jusqu'où elles ont vraiment le contrôle. Il y a quelques années, avec Palantir, il y avait eu un exemple qui n'était pas militaire, mais qui était dans la police. En gros, c'était la police de New York, si je ne dis pas de bêtises, qui, un peu comme la France, avait en gros délégué toutes ces données et avait décidé d'utiliser le logiciel de Palantir pour contrer la criminalité. Et puis, en fait, au bout de quelques années, ils se sont dit, on en a marre de Palantir parce que ça leur coûtait particulièrement cher. Il faut savoir que c'est quand même pas donné. Et quand ils ont voulu se retirer, en fait, Palantir a vraiment fait une espèce il y a eu une espèce de jeu on vous rend pas les données, ou en tout cas, on est propriétaire des données. Et donc c'est vrai que ça oblige les États à penser aussi ces problématiques. Une question que je me pose, Général, en vous écoutant tous les trois, est-ce que la maîtrise de l'IA ou la supériorité de la technologie donne forcément la primeur sur le terrain? Est-ce que être meilleur en IA fait de vous nécessairement le futur vainqueur d'un conflit aujourd'hui? En fait, le sujet pour les militaires, c'est la vitesse. C'est-à-dire que l'IA va vous permettre d'agréger des données en moins de temps qu'il faut pour le dire, alors qu'un état-major va travailler très très longtemps pour avoir les... Il y a tellement de capteurs aujourd'hui sur le terrain que pour agréger tout ça, c'est très compliqué. Alors la réponse est oui. Ça, c'est la première phase. Oui, mais ça, c'est l'agrégation du renseignement, des informations, etc. C'est pas la décision, c'est pas l'idée de manœuvre, si j'ose dire. C'est, vous faites rentrer tout ça, vous avez toutes les données, et qu'est-ce que vous faites? Et la question, c'est le moment où on dira, finalement, l'IA réfléchit plus vite que nous, et donc elle agrège les données, et elle va jusqu'à la solution. Et là, c'est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir, et qui, pour l'instant, n'est pas en action. Les états-majors agrègent les données, prennent des décisions et ensuite diffusent les ordres aussi par l'IA. Donc ils gagnent énormément de temps. Le tout, c'est d'aller plus vite que l'adversaire dans cette prise de décision, de façon à vous savez, c'est le fameux cycle Doyle Cycle, qui était une affaire de pilote d'aviation. C'est quand vous allez plus vite que l'autre, vous lui faites perdre son équilibre, et vous arrivez à le culbuter. Donc je pense qu'il faut se servir de l'IA, on en a besoin. C'est un outil important, voire essentiel aujourd'hui, dans l'accélération de la prise de décision, mais il faut, au bout du compte, se maintenir les capacités d'utiliser ça comme un outil et non pas comme une décision. Elle ne remplacera pas la capacité intellectuelle des chefs qui la dirigent. Et en ça, la purge que Donald Trump a fait autour de lui au Pentagone fait écho à ce que vous dites et peut-être aux échecs, ou en tout cas aux difficultés de l'armée américaine sur le terrain. Oui, je voulais réagir en faisant ma minute rabat-joie. Il faut rappeler, quand on parle d'IA, on parle beaucoup d'IA générative. Donc on a parlé de Grok, on a parlé de ChatGPT, on a parlé de Claude. Dans l'état actuel de la technologie, ce ne sont pas des modèles qui donnent des résultats exacts. Donc il faut faire très attention, il faut le rappeler. Et à l'inverse, il faut aussi rappeler que tout ce qui est IA aujourd'hui n'est pas
une IA générative qui potentiellement va prendre une décision. Je pense qu'à peu près dans tous les systèmes de captation d'images et d'analyse d'images, il y a de l'IA entre guillemets exacte qui fait un calcul pour améliorer l'image, détourer des choses. Oui, il y a toute une palette. On a vraiment la générative étant la plus impressionnante et la plus impressionnante, mais aussi la moins. Alors stable, c'est pas le bon mot, mais enfin la moins fiable. C'est magique. Vous avez un outil qui vous parle, mais n'empêche qu'il vous dit aussi des conneries, quoi. Est-ce que l'un des risques, je sais que vous n'êtes pas spécialiste défense, Loïc, mais je sais que vous réfléchissez à ces questions quasi philosophiques. On évoquait tout à l'heure, vous évoquiez Isabelle Rille, le fait que, bien sûr, j'imagine que l'humanité préfère voir des robots s'entretuer plutôt que des fantassins sur le terrain. Est-ce que, et ça rappelle ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la déréalité de la guerre, je pense aux opinions publiques, est-ce que petit à petit... on ne va pas voir des sociétés qui seraient moins enclines à s'intéresser au conflit, à demander des comptes à leur gouvernement quand ce sont des machines qui vont s'entretuer sur le terrain de guerre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi là qui va mettre encore plus à distance qu'aujourd'hui ? En fait, c'est l'impression qu'on a, c'est vrai, quand on parle de tous ces systèmes, et notamment, on a mentionné l'exemple de l'Ukraine, mais en fait, in fine, il y a quand même des centaines de milliers de soldats qui finissent par mourir sur le front, puisque ce qui fait quand même, j'ai l'impression, ce qui va déterminer en fait un vainqueur, c'est d'avoir fait plier l'ennemi. Et pour faire plier l'ennemi, en règle générale, j'ai l'impression qu'en fait il faut avoir un bilan humain suffisamment fort. Mais ce que j'entends derrière, le général utilisait le terme de vitesse et qui, à mon avis, est vachement représentatif en fait du monde dans lequel on vit, et qui va au-delà de la question de la guerre. En fait, c'est un peu le problème de ce monde. On veut aller plus vite que l'adversaire, on veut aller toujours plus vite dans notre capacité à prendre des décisions. Et du coup, peut-être qu'il y aurait un moyen d'avoir un pied de côté, mais qui vaut pas seulement pour la guerre, mais pour tout. Et c'est de ramener un petit peu plus de conscience, un peu plus de présence aussi dans notre manière, notamment d'utiliser ces IA, et de se dire que, se rendre compte qu'en fait, elles nous éloignent du réel. Et à un moment donné, c'est un peu un vœu pieux de dire qu'il faudrait peut-être un petit peu ralentir. Mais je pense que ça vaut aussi à l'endroit de même nous, dans notre métier de journaliste, par exemple, où en fait, c'est vrai que du coup, l'IA est venue provoquer aussi une forme d'accélération du temps. Et on peut aussi tous, de manière collective, à un moment donné, dire calmons-nous, allons-y, tranquille. J'entends l'intention, c'est vrai que ça ne correspond pas tout à fait à ce vers quoi on tend, général. Oui. Alors, je vais donner un exemple qui n'est pas un exemple militaire. Un professeur d'université qui me disait, vous voyez, mes doctorants, ils ont 3 ans pour faire un doctorat. Avant, ils passaient 1 an à faire de la recherche et 2 ans à réfléchir. Maintenant, ils vont avoir 3 ans pour réfléchir parce que la recherche aura été faite en partie par l'IA. Donc ça rejoint votre point, c'est que ça doit donner plus de temps pour pouvoir, et dans l'exemple militaire que je donnais tout à l'heure, l'agrégation du renseignement, c'est quelque chose qui prenait... Les cycles décisionnels étaient 12 heures sur un état-major. Quand j'étais dans un état-major, on avait 12 heures avec captation du renseignement, etc., etc. Là, on va pouvoir avoir un cycle décisionnel beaucoup plus court parce que l'IA vous a procuré l'information en, quelques secondes ou quelques minutes. Encore faut-il, comme on l'a dit, que l'information soit fiable, qu'on ait compris le parcours de l'information. Et là, on rejoint ce que vous disiez, madame, tout à l'heure. On parle de l'IA au top niveau, si j'ose dire. Mais le départ... L'IA va vous permettre de dire que la cible à tel endroit, c'est bien cette cible-là, parce qu'elle a intégré un certain nombre de données. Et là aussi, mais j'en reviens toujours à la programmation qui est donnée à faire. Ça n'est jamais qu'une machine qui a appris quelque chose. Et donc, il est important de faire ce travail en amont et ne pas laisser les rênes complètement libres à la machine. La différence entre un canon et un canon dirigé par une intelligence artificielle. Et puis, il y a aussi, à nouveau, Isabelle Rille, vous n'êtes pas spécialiste défense, mais on évoquait la question de l'humain, tant dans les armées que l'humain, les civils ou ceux qui se retrouvent sur des terrains de guerre. Et en ça, Gaza a été une illustration très malheureuse. La déshumanisation de l'ennemi, ou considérée comme telle, préexiste à cette révolution numérique, et les deux se nourrissent. Écoutez, si vous prenez l'exemple de Gaza, on parlait tout à l'heure de la quantité de dégâts collatéraux acceptés. Le simple fait d'accepter d'utiliser un logiciel comme ça, c'est déjà une décision qui donne une certaine orientation de l'armée en question. Le logiciel en question, on a parlé de 10% d'erreurs.
Vous imaginez si vous envoyez dans votre mailer préféré, un mail sur 10 arrive au mauvais destinataire. Vous voyez, bonjour maman, j'espère que tu vas bien, et ça arrive à votre client principal. Et là, on parle de vie humaine. Et vous ne l'accepteriez pas pour un truc comme ça, et on l'accepte pour des vies humaines. C'est totalement inadmissible. Donc il faut avoir une certaine conception de la personne en face quand on utilise cet outil. On arrive au terme de cette émission. Guerre sans humains, c'est la question qu'on posait au début de ce débat. On en est encore loin. Vigilance, bien sûr, on l'a compris, mais des acteurs qui sont plus forts, plus puissants, qui le sont toujours plus, qui sont aujourd'hui au G7. C'est intéressant qu'ils soient invités à la table des grandes nations industrialisées. C'est qu'il y a bien un rapport, on essaie d'instaurer un rapport d'égal à égal, mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux là encore? Est-ce que ce n'est pas vain? Vous parlez des entreprises. Oui. Non, mais bien sûr. En tout cas, elles sont sur une espèce. Effectivement, elles ont un pouvoir qu'on peut considérer comme étatique, en fait, que ce soit aussi bien financièrement que politiquement. Donc, effectivement, je pense que ça résume bien le fait que, en fait, on ne peut pas faire sans elles aujourd'hui, et parce qu'on s'est attaché ce boulet au pied nous-mêmes. Général, pour conclure. Tout va extrêmement vite et il faut arriver à le contrôler. Hier, j'ai vu, on travaille sur le quantique, quelque chose qui, dans 10 ans, vous permet, avec une puce plus petite que ça, de voir tout ce qui se passe sur un espace absolument extraordinaire. Donc, tout va extrêmement vite. Il ne faut pas rater le virage dans lequel on est, parce qu'on sent qu'il y a une prise Vous parliez de la décision américaine de limiter pour l'instant ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que ça limite pour les Américains au passage. Donc c'est intéressant. Je parlais de l'encyclique du pape. Tout le monde, moi ça m'a frappé, on est en période électorale en France. Tous, de la gauche à la droite, tous ont dit « Ah, c'est super d'avoir une encyclique comme ça, il y a quelqu'un qui réfléchit au problème. » Donc c'est quand même intéressant. Qui aurait pu penser il y a quelques années que celui le plus en pointe sur l'IA, ce serait le pape Léon. Exactement. Et donc je pense qu'il est temps effectivement de prendre les choses en charge maintenant, parce que tout va trop vite. Quelle époque. Merci beaucoup à tous les trois. Vous parliez de quantique, c'est l'un des sujets de votre livre, Loïc Hecht, un livre assez fascinant, assez inquiétant aussi, La simulation, qui est sorti aux arènes. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur ce plateau. Dominique Trinquant, merci beaucoup. D'un monde à l'autre, entre autres choses, chez Robert Laffont. Isabelle Ril, merci beaucoup d'être venue discuter avec nous ce matin. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure.